Bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Pouchto. Aujourd'hui, on va parler de la paix, de la thérapie de paix. Ok. Pourquoi c'est important de traiter ce sujet? Parce que dans ma pratique quotidienne de la médecine, en médecine générale, j'ai remarqué qu'il y a des freins, il y a des bâtons dans les roues, il y a des freins qui empêchent le patient de guérir. Ce sont des freins qui se trouvent dans sa tête, dans son esprit, dans sa façon de voir les choses, dans sa culture, dans son éducation. Donc, il est très important, il est même essentiel de comprendre que la façon dont tu réfléchis pourra intensément retentir sur ton état de santé. Alors, on va partager juste quelques modèles, quelques exemples pour pouvoir toucher l'importance de cette liaison entre comment tu réfléchis et comment ton corps réagit au traitement. Premièrement, tes idées peuvent être traduites en maladie. Par exemple, nous avons des hommes qui ont un problème cutané qui s'appelle la dermatite séborrhéique. Alors, la dermatite séborrhéique, c'est un problème de santé dermatologique qui peut toucher plusieurs parties de ton corps. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que moi et les gens plus spécialisés que moi, nous avons découvert, nous avons réalisé tous les jours dans notre pratique quotidienne qu'il y a des patients qui peuvent guérir rapidement et d'autres patients qui n'ont pas des facteurs de risque aussi importants que les facteurs de risque qu'on trouve chez les gens qui ont pu guérir rapidement, mais pourtant ils ont du mal à guérir. Ils ont du mal à se débarrasser de leur sac de médicaments. Ils font des rechutes. Ils sont tout le temps malades de la même maladie. C'est-à-dire, tu as un problème cutané, tu prends le traitement, tu pars voir ton médecin, tu pars voir ton spécialiste, mais la peau est toujours malade. La peau est toujours en train de pleurer. Donc, quand tu as un organe qui pleure, il faut savoir écouter le cœur. Ok? Quand tu as un organe qui souffre en permanence, il faut arrêter le traitement. Pas arrêter le traitement, mais il faut s'arrêter un petit moment pour se dire pourquoi ce monsieur ne guérit pas. Par exemple, dans la dermatite séborrhéique, nous avons des hommes qui ont été victimes de la toxicité de leurs parents. Nous avons également des hommes qui ont été victimes d'une relation amoureuse très 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 douloureuse. Donc, une relation d'amour peut retentir sur ton état de santé? Oui. Une relation d'amour peut avoir une traduction physique? Oui. Une relation d'amour peut te ramener aux urgences ou t'obliger d'être hospitalisé en réanimation? Oui. Comment? Par plusieurs mécanismes. Voilà l'intérêt et voilà pourquoi c'est important de comprendre la médecine 5 étoiles, c'est-à-dire traiter les étiologies et connaître un autre diagnostic avec grand plaisir. Alors nous avons la gastrite. La gastrite, la douleur épigastrique, cela a plusieurs explications, d'accord? Déjà, premièrement, il faut s'assurer de la clarté et de la précision du diagnostic et de la précision de la description de la douleur. Par exemple, quand quelqu'un te dit j'ai une épigastralgie, j'ai une douleur épigastrique, il faut savoir s'agit-il pas d'un problème de la vésicule biliaire? Par exemple, en cas de lithiase vésiculaire, on peut avoir des épigastralgies. Par exemple, en cas de cardiopathie, on peut avoir des épigastralgies, c'est-à-dire que le patient a un problème cardiaque très très sérieux, très important, très dangereux, mais il a une symptomatologie digestive. Par exemple, des fois, nous avons ce qu'on appelle une hyperexcitation vagale, c'est-à-dire une hyperexcitation du nerf vague, du nerf 10. Ça permet de stimuler votre estomac et votre estomac va sécréter une grande quantité d'HCl qui est vraiment très 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 fort et puis ça va irriter la paroi interne de la muqueuse de votre estomac. Normalement, l'HCl est sécrété quand on mange quelque chose, par exemple comme de la viande, mais toi tu n'as rien mangé et ton corps donne une information, donne un ordre de sécréter l'HCl pour digérer de la viande.
Donc, puisque tu n'as rien mangé, ça va commencer. C'est comme si, hein, c'est juste pour simplifier les choses, c'est comme si ton corps sécrète du HCl, et puisqu'il n'y a pas de viande, il va commencer à digérer votre estomac. Alors pourquoi tout ça? Parce que tu as été irrité sur le plan neurologique, sur le plan cérébral, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, cognitif. Tu as été irrité, on t'a dérangé, on t'a insulté, on t'a maltraité. Donc la maltraitance peut très bien te pousser à développer une irritation, une inflammation, voire une perforation carrément de ton estomac. Donc là, je pense que c'est sérieux, c'est très grave. Il faut arrêter. Il faut commencer à bien sélectionner nos connaissances, nos fréquentations. Pourquoi? Parce que tu peux fréquenter quelqu'un qui va nuire à ton estomac. Tu m'insultes, tu vas me faire mal. Non, je ne vais pas te permettre de m'insulter. Et puisque je suis incapable de t'empêcher de changer, parce que déjà ça c'est une grosse erreur. Alors là, on va ouvrir une parenthèse. C'est le relationnel, ok? C'est la paix. Je pense que là, je vous ai donné deux exemples et on va aborder notre sujet principal. Pourquoi là, je m'adresse aux gens qui ont eu l'habitude de suivre mes lives en arabe. Pourquoi c'est important de traiter le sujet du relationnel, de la maltraitance. Donc, il y a beaucoup de gens qui croyaient que moi, j'empiétais sur la psychiatrie, sur la psychologie, alors que moi, personnellement, je n'aime pas ces spécialités. Ça s'appelle de la médecine 5 étoiles. Je vais rajouter juste un petit exemple. Je vais rajouter juste un petit exemple. Il s'agit du diabète. Comment faire si on n'a pas le choix de changer nos connaissances? Bravo madame. Alors, maintenant je vais vous donner la parole pour... Ah, pardon, excusez-moi. Je vais donner un deuxième exemple. Quand quelqu'un t'énerve, la colère, quand quelqu'un te fait mal, quand quelqu'un t'irrite, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu auras une sécrétion de certaines substances, donc c'est concret, on peut toucher ça, on peut même le doser. Quand quelqu'un te dit quelque chose, automatiquement tu auras une traduction chimique qu'on peut toucher. Ce sont l'augmentation des hormones de stress, des hormones d'alerte. Donc toi tu étais tranquille, je suis venue, je t'ai maltraité, tu vas avoir une augmentation du cortisol, de l'adrénaline, ou tu as un problème qui te fait peur, donc on va traiter le sujet de la peur. Quand tu as trop peur du futur, donc le stress c'est en général, c'est une peur du stress, du futur. Tu as peur de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Voilà le stress. La colère, c'est souvent en rapport avec le passé. Tu es en colère parce que tu avais une colère qui n'a pas été traitée tranquillement, professionnellement par un psychiatre, à l'aide d'un psychiatre. Donc, la peur et la colère, c'est quelque chose qui retentit intensément sur ton cerveau. Pourquoi? Parce que cela fait travailler ton cerveau davantage. Et le cerveau, quand il fait un travail supplémentaire, il a besoin de fuel supplémentaire. Le fuel que notre cerveau aime, c'est le sucre. Et puis, il demande une augmentation du débit cardiaque, débit sanguin cérébral. Donc le cœur, le cerveau, quand il pense beaucoup, voilà pourquoi il faut agir sur notre façon de penser. Quand tu penses beaucoup, quand tu réfléchis tout le temps, quand des fois, il y a même des gens qui inventent des histoires qui n'ont pas eu lieu, ou qui, comment dirais-je, le terme m'est échappé. Oui, il anticipe des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu demandes plus d'énergie. Et le cerveau, quand il demande l'énergie, automatiquement, tu auras une augmentation de sucre et de tension artérielle ou de pression artérielle. Donc, rien qu'en agissant sur ta façon de penser, je peux réduire ta glycémie et ta pression artérielle à long terme. Voilà moi comment je travaille avec les diabétiques et les hypertendus. Et Dieu merci, j'ai une nette amélioration de l'état de santé de mes patients. Et on fait un travail merveilleux. Mais pourquoi? Ça marche uniquement avec les gens qui adhèrent à ce que je dis. Par contre, les gens qui n'ont pas
qui n'ont pas confiance, qui ne sont pas confiants en eux déjà, qu'est-ce qu'ils ont, ou qui n'ont pas qui ont un problème de dépendance intellectuelle, ils écoutent plusieurs avis. Avis de quelqu'un qui n'est pas médecin, avis de quelqu'un de la famille, les plus riches. Vous savez que dans les familles au Maroc, je pense que dans plusieurs pays, le plus riche a toujours raison. Les personnes qui parlent plusieurs langues étrangères ont toujours raison. Il y a des gens qui sont plus audacieux, ils ont toujours raison. D'accord? Donc, il n'y a pas une certaine concordance entre le niveau intellectuel et la vérité des choses. Ok? Bien. Alors, à vous la parole. Posez-moi toutes les questions en rapport avec ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour la première fois que vous entendez quelqu'un dire que notre façon de penser peut augmenter des hormones dans notre corps? Est-ce que pour la première fois dans votre vie, vous avez entendu quelqu'un dire que plus tu es irrité, plus tu es énervé, plus un estomac peut très bien être perforé à long terme? C'est pas instantané, c'est-à-dire il faut pas avoir peur, c'est-à-dire ce n'est pas parce que tu as quelqu'un qui t'énerve que tu vas avoir une perforation. Non, c'est pas ça. Mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, tu as une source de colère et ton corps réagit ainsi. Il y a des corps qui font souffrir leur peau, il y a des corps qui font souffrir leur système digestif, d'autres qui font souffrir par exemple une autre partie de leur corps. C'est une traduction d'une souffrance psychologique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de s'exprimer. Faire apprendre à un enfant à s'exprimer, c'est très important parce que il faut extérioriser la peine. Tu as une peine, tu as une souffrance, qu'elle soit psychique ou neurologique ou je sais pas moi, elle va s'exprimer. Donc soit tu vas l'exprimer tranquillement et tu vas extérioriser tout ce qui va pas dans ton petit cœur depuis ton jeune âge, soit tu vas développer une maladie. Et cette maladie, elle peut très bien être psychologique, mentale ou physique. Donc pour traiter une maladie physique, on a besoin de tout traiter. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, donc elle définit la santé comme étant un état complet de bien-être physique, psychique et mental et non pas l'absence d'infirmité. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé te dit que tu ne dois pas juger quelqu'un en bonne santé s'il n'est pas en bonne santé. C'est un état complet de bien-être physique, psychique et mental. Et nous, les médecins, partout dans le monde, il faut respecter ce que l'OMS dit. D'accord? Il faut toujours respecter les règles. Les règles disent en médecine que tu dois être en bonne santé, en bien-être complet, physique, psychique et mental. Je l'ai répété 3 fois pour que vous soyez sûr que c'est ce que je suis en train de dire ou ce que j'étais en train d'aborder durant mes lives en arabe, c'était pas du n'importe quoi, c'était pas de la psychiatrie, c'était de la médecine selon l'OMS. Très bien. Alors pour l'estomac, j'aimerais rajouter un tout petit détail. Plus tu es énervé, plus tu es irrité, plus tu souffres, plus il y a certaines personnes ou certains patients qui ont cette excitation excessive du nerf vague et une hypersécrétion d'HCl. Et l'HCl est très 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 irritant pour la muqueuse digestive, la muqueuse gastrique. Donc cette acidité, cette augmentation d'acidité due à ta souffrance psychique, qu'est-ce qu'elle va faire? Des fois, nous avons comme une remontée d'acidité, ce qu'on appelle un pyrosis, et la remontée d'acidité va irriter l'œsophage. L'œsophage, c'est un conduit entre votre bouche, votre gorge et votre estomac. Donc normalement, à ce niveau-là, il n'y a pas d'acidité. Mais quand toi, tu as une hyper-augmentation de l'acidité et une remontée associée, qu'est-ce qui se passe? Tu auras une irritation de cet œsophage. Donc, notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il est très intelligent. Quand tu l'exposes à une agression, parce que l'acidité, c'est une agression. Quand tu l'exposes à une agression, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se protéger pour s'adapter, ou bien en s'adaptant. Donc, qu'est-ce qu'il pourra faire? Soit il va créer une modification des cellules en face de cette irritation. C'est la même chose qui se passe au niveau bronchique lorsque tu fumes pendant longtemps. Tu pourras avoir une modification
des cellules. Je pense qu'on a déjà traité ça. Juste pour pouvoir se protéger. Donc toi, tu pousses ton corps à changer pour se protéger. Et ces changements, c'est la prédisposition claire et nette à la cancérisation, à la dysplasie, à la métaplasie, à beaucoup de choses. D'accord? Et encore, quand tu as cette irritation chronique de ton oesophage, tu auras une inflammation, et l'inflammation se termine toujours par la rétraction. Les maladies inflammatoires, même, par exemple dans la tuberculose, des fois, il y a même des gens qui donnent, des seniors qui donnent, par exemple dans la méningite d'origine tuberculeuse, on peut même donner de la corticothérapie. Pourquoi? Pour arrêter l'inflammation, arrêter les rétractions, parce que qui dit rétraction dit diminution du volume, dit rétrécissement, selon l'anatomie de l'organe en cause, concerné. Revenons à nos moutons. On parlait de la liaison entre comment tu réfléchis, comment tu souffres dans ta tête, comment tu gardes cette peine dans ton cœur. Le corps va devoir extérioriser cette peine, va devoir s'exprimer. Toi, tu ne veux pas ouvrir ta bouche, tu ne sais pas comment, tu es interdit, tu as un système de croyance qui te dit il ne faut pas dire ce que tu ressens. C'est très morbide. Ton corps va sécréter de l'HCl en quantité très importante. Tu auras peut-être une remontée de cette acidité dans ton oesophage. Et cette irritation, cette inflammation va être suivie par un processus de rétraction. Et la rétraction de l'oesophage peut arriver à un stade de sténose. Et là, c'est méchant. Moi, je connais un ami qui avait ce problème-là. Et quand tu as un rétrécissement de la lumière oesophagienne, il faut dilater. Dilater comment? Soit par des ballonnets, soit par des stents, soit... Les dilatations, c'est pas un traitement radical, ok? C'est un traitement qui doit se répéter à plusieurs reprises. Le stent, ça fait partie des chirurgies les plus récentes. Ça peut donner des résultats merveilleux, mais bien sûr, tout dépend des cas. Donc, pourquoi tout ça? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est important d'apprendre à s'exprimer? Est-ce que vous n'avez pas touché combien c'est primordial d'apprendre à connaître le bien-être? Le bien-être est obligatoire. Arrêtez de supporter les choses qui sont nocives pour votre santé. Arrêtez de souffrir à la place des autres. Arrêtez de supporter les gens impolis. Arrêtez de permettre aux gens de vous insulter, de vous dénigrer, de vous ridiculiser. Arrêtez d'admettre ce qui vous fait mal. Tu m'insultes, je vais te dire arrête de m'insulter. Tu veux pas arrêter, je vais arrêter tout contact avec toi. Tu vas m'attaquer, il y a la police. Point. On n'est pas obligé de rester avec les gens qui nous insultent. On n'est pas obligé de rester avec les gens qui nous frappent, qui nous tapent. On n'est pas obligé de rester avec des gens qui ne savent pas comment nous respecter. Sauf s'ils sont très importants dans notre vie. Là, je parle des parents. Donc, les parents, il faut apprendre à vivre avec. Alors là, on est arrivé au stade d'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'intelligence émotionnelle. On est obligé d'apprendre l'intelligence émotionnelle. Mais pour arriver à ce stade, il faut apprendre la manipulation. On doit tous, normalement, apprendre la manipulation à l'école. Pourquoi? Pour se protéger. Parce que pour immuniser un petit qui vient de naître contre une maladie, ou à 1 mois de vie, 2 mois de vie, qu'est-ce qu'on fait? On ramène le petit au centre de santé pour qu'il reçoive une petite injection qui s'appelle le vaccin. Le vaccin, c'est quoi? C'est introduire le germe responsable. C'est-à-dire, je vais t'introduire la maladie pour te protéger de la maladie, mais à des doses atténuées, soit vivant atténué, soit une partie de ce virus, par exemple, contre lequel je vais te vacciner. Même chose pour la manipulation. Tu veux protéger toute une société de la manipulation, c'est simple, il suffit d'apprendre la manipulation d'une façon très, très, très tolérante et très, très gentille, très douce et surtout anodine. Ok? Tu ne dois pas apprendre la manipulation des ignorants. Soit tu vas apprendre ça d'un psychiatre,
soit tu ne vas pas l'apprendre. Ok? Parce qu'il ne faut pas permettre aux ignorants de parler. Les ignorants doivent se taire. Moi, quand je suis ignorante dans un domaine X, qu'est-ce que je fais? Je me tais. Il faut apprendre à se taire. Ça, c'est la meilleure. Tu es ignorant, tais-toi. Mais la chose que j'ai remarquée, moi, dans ma pratique médicale, oh, il y a beaucoup de commentaires. Je vais terminer cette idée parce qu'elle est très importante. L'ignorance. Il faut parler de l'ignorance. Les gens doivent se taire. Et les gens qui ont du savoir doivent. Quand un ignorant parle, c'est une catastrophe. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes déprimé? Pourquoi vous avez des problèmes? Pourquoi vous avez des problèmes au travail, à la maison, je ne sais pas moi? Parce que il nous arrive tous, ou il nous est tous arrivé un jour où on a fait une connaissance et on l'a regretté. Pourquoi? Parce que on nous a eu. Comment on nous a eu? On nous a montré une coque, une carapace, un emballage parfait. Pourquoi? Parce que cette personne a bien travaillé sur son apparence, sur des techniques de séduction, mais cette personne n'a pas travaillé, n'a pas bien analysé, on n'a pas bien développé sa personnalité en profondeur. Voilà une catastrophe. Voilà pourquoi moi je suis contre le coaching au Maroc. Je ne parle pas du coaching professionnel, ça on en a besoin, on en a tous besoin. Je parle des coachs qui veulent faire le travail des médecins. Vous rendez tout le monde malade parce que vous travaillez en superficie, vous ne travaillez pas en profondeur. Et vous n'avez pas le droit de travailler en profondeur parce que vous n'avez pas fait des études approfondies, vous n'avez pas fait la psychiatrie. D'accord? 1 + 1 est égal à 2. Tu as fait le coaching pendant 6 mois, un psychiatre a fait la médecine générale et la médecine psychiatrique et la psychiatrie pendant 14 ans. Bac plus 14 n'a rien à voir avec niveau bac plus 6 mois. Donc arrêtez de jouer avec la santé mentale des gens parce que vous créez des désastres d'ordre familial, relationnel, professionnel. Soit tu vas travailler en profondeur, soit tu sais rien, tu te tais. Et je vais être très étanche avec vous, les coachs ont tous un problème. Et quand ils ont pu réussir à surmonter ce problème, ils ont eu de la confiance en soi et ils ont une grande envie d'aider les gens. Il y a des coachs qui ont un syndrome du sauveur. Moi, j'ai déjà traité des coachs qui avaient un problème de syndrome du sauveur. Voilà pourquoi ils sont très motivés. Moi, je traite des coachs qui sont malades. Et je les ai orientés au psychiatre. Et le psychiatre a mis en évidence que ces gens-là sont passés par des moments difficiles, par des crises. Et quand on passe par une crise et quand on arrive à la surmonter, on a envie d'aider les gens. Mais si tu as une grande envie d'aider les gens, c'est-à-dire que tu ne vas pas bien. Pas forcément un syndrome du sauveur, mais cela veut dire que tu ne vas pas bien. Moi, je l'avoue, moi j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises durant mes lives en arabe. La première fois que j'ai commencé à faire des lives, j'ai commencé par des vidéos. La première vidéo était en rapport avec l'hypertension artérielle parce que j'étais touchée par le décès de ma grand-mère. Elle avait une hypertension artérielle, AVC et tout. D'accord? Donc, je pense qu'on doit être honnête avec les gens. Les grands coachs que j'aime beaucoup, ce sont les coachs professionnels qui sont déjà des archimilliardaires, des milliardaires, des gens qui ont fait des fortunes. Et ils ont une capacité et une force de personnalité, une très forte personnalité, une très forte confiance en soi. Et pourquoi? Comment est-ce que j'ai pu toucher cette confiance en soi? C'est parce qu'ils ont la capacité de dévoiler des trucs personnels. Ils sont arrivés à un stade de liberté où ils ne font pas attention à ce que les gens vont dire d'eux. Ils ont cette capacité d'arriver à un stade miroir. Je ne parle pas du stade miroir de l'enfance, mais je parle du stade miroir, c'est-à-dire, elle te dit, moi j'aimerais être le miroir des gens, pour qu'ils arrivent à voir qui sont-ils à travers moi. Ça, c'est le summum de la confiance en soi. Mais ces coachs professionnels que j'aime beaucoup savent très bien que c'est interdit et que ça n'a aucun sens de traiter
un déprimé de traiter un schizophrène. Ils n'ont pas cette volonté de traiter un schizophrène parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas des médecins. Or, le coaching qu'on voit maintenant, par exemple un coach qui fait du marketing sur les réseaux sociaux, moi-même, j'ai pas osé enregistrer un live par rapport à la manipulation où il y avait une coach qui m'a dit tu vaut mieux parler en arabe pour avoir plus d'abonnés. Déjà, cela prouve qu'elle n'a pas de confiance en soi assez développée. Elle cherche des abonnés, du n'importe quoi. Moi, je suis médecin, je suis pas influenceuse. Peu m'importe que moi, je peux pas gérer un live avec des milliers de personnes. On fait pas, ce n'est pas du souk. On fait pas du commerce. On parle de quelque chose de très haut niveau. Si vous n'avez pas compris ça, eh ben, je n'en peux rien pour vous. Hein. Alors là, je vais lire vos précieux commentaires. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je reprends pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Je suis docteur Asma Amdouni. Je suis médecin généraliste marocaine à Boujdo. J'avais l'habitude de faire la comédie médicale en arabe d'une façon très populaire parce que j'avais une petite recherche que je menais ici. Pour moi, c'est personnel, pour améliorer ma pratique professionnelle. Et ça m'a été très utile, ok. Et puis maintenant, j'ai switché en français parce que c'est comme ça, ok. Parce que je vais chercher mon bien-être propre à moi. Mon bien-être, c'est arrêter de parler en arabe. Pourquoi? Pour être respecté. Et j'ai senti une grande amélioration. Même les gens ont commencé à m'apprécier dans la rue, partout. Et ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je vous conseille. Bon, j'ai arrêté de conseiller les gens depuis un an. Je vais juste partager une petite information avec vous. Essayez d'être égoïste. Tant que vous êtes honnête, tant que vous êtes respectueux, tant que vous êtes poli, soyez égoïste. L'essentiel, c'est de ne pas faire du mal aux gens. L'égoïsme est très important parce que si tu n'as pas une petite dose d'égoïsme dans ta vie, si tu es là pour les gens, tu es pour les autres, il faut savoir que un pour tous, tous pour un. Si un pour tous et tous ne sont pas pour un, c'est la catastrophe. Ok? Donc moi, je ne peux pas aider les gens et me faire souffrir. Soyez égoïste comme moi. L'essentiel, comme je vous ai dit, je le reprends, ne faites pas du mal aux gens. Tant que tu fais du mal à personne, tu es sur la bonne voie. Mais si tu fais du mal aux gens, c'est-à-dire que tu es malade. Bref, merci d'enregistrer ce live sur YouTube. Avec grand plaisir. Monsieur Akram demande mon numéro de téléphone, c'est interdit. Je ne veux pas communiquer avec les gens, avec tous mes respects, mais j'aimerais vous dire qu'il y a des comptes. Il y a des comptes qui utilisent mon nom et tout pour communiquer avec les gens, pour les arnaquer. J'ai déjà déposé plainte contre eux. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, si jamais quelqu'un vous dit que c'est moi, c'est pas moi, parce que moi, j'ai pas envie de parler avec les gens. Ok? J'ai pas envie, je vais jamais le faire. Et je proscris, je déconseille les gens de le faire. Négligence parfois est une solution. Oui, des fois. Mais monsieur Chouaib, pour négliger des choses, il faut avoir du recul. Par exemple, vous, je pense que vous avez plus de 40 ans, si je ne me suis pas trompée. Donc, vous avez quand même de l'expérience. Vous pouvez quand même juger. Est-ce que vous pouvez être capable de sélectionner les gens? Mais les gens qui n'ont pas une grande expérience dans la vie, ils ont besoin d'un accompagnement encore plus rapproché. C'est-à-dire, une gamine de 12 ans qui a un téléphone, c'est déjà, je pense que c'est déjà très grave. C'est un risque auquel les gens, les parents, exposent leurs enfants quand ils leur achètent des smartphones parce qu'ils font face à des psychopathes sur Internet et des criminels. Il n'y a que les psychopathes et les malades psychiques et les criminels qui parlent en privé. Parce que quand on va très bien sur le plan psychique, on n'a pas envie de parler avec les étrangers. On a peur d'eux. On les connaît même pas. On n'a pas besoin d'eux. On a notre carnet, on a notre répertoire, on a notre répertoire, et on n'a pas besoin de parler avec un étranger. Or, les enfants, les jeunes, les adolescents qui ne se sentent pas bien compris par leurs parents, à cause de l'adolescence et à cause de la résistance, de l'affrontation entre les systèmes de croyances familiales héritées et la propre personnalité de l'individu qui est en train de construire sa personnalité propre à lui. Alors ces confrontations et ces accrochages répétitifs, ces conflits basiques si vous voulez, poussent l'adolescent et le jeune à
discuter avec quelqu'un qui va le comprendre. Donc qu'est-ce qu'ils font les pauvres? Eh ben, ils recourent aux étrangers parce que les étrangers ne vont pas leur casser la tête avec des reproches. D'accord? Alors là, j'invite les parents à être plus intelligents sur le plan émotionnel pour empêcher ton enfant d'être victime d'un étranger, essayer de cesser de le juger et essayer de le prendre pour un ami, bien sûr avec certaines limites. Et si vous êtes vraiment limité, par exemple, je parle des limites culturelles, limites religieuses, si vous sentez limité, que vous ne pouvez pas tout expliquer à votre enfant, alors là, je pense que c'est très bien et c'est même merveilleux de solliciter un médecin et de le visiter bien avant le rendez-vous de votre fils pour lui dire, s'il vous plaît docteur, je vais vous ramener mon fils, voilà ce qu'elle a, et moi je ne peux pas lui expliquer des choses en rapport avec, je ne sais pas, les relations amoureuses, la masturbation, l'éducation sexuelle, ok? Donc, pour garder un certain respect entre les parents et les adolescents, je pense que ça serait bénéfique dans une société musulmane ou dans une société conservatrice de solliciter un médecin et de tout lui expliquer en l'absence de votre enfant ou de votre ado, ok? Alors, il y a Monsieur Tariq qui prend le traitement, un traitement pendant 4 ans. Il ne sait même pas pourquoi. Monsieur Tariq, خاصك ترجع عند الطبيب ديالك وتقول له عافاك يعطيني التشخيص ديالي، دير ليه دفتر صحي يكتب فيه التشخيص بحال هكا، سي امبورطون. وقول له علاش هاد الدواء انا تناخذو، قول له بغيت ندير معاك جلسات نداوي الطفل الداخلي ديالي ونعاود لك كل شيء من صغري بشويه بشويه. D'accord? Alors je vais expliquer, je vais traduire ce que je viens de dire parce que le patient, monsieur Tariq, doit bien comprendre ce que j'ai dit. Alors il y a un monsieur ici avec nous qui souffre et qui prend un traitement pendant 4 ans, je pense qui a été prescrit par un psychiatre. Alors le patient ne sait pas pourquoi il prend son traitement, ça arrive. Donc, et ce qu'il a compris de son médecin, c'est qu'il n'a pas le droit d'arrêter le traitement. Alors là, c'est une question très pertinente. Écoutez, si vous avez un problème de santé et que le médecin vous dit vous allez prendre le traitement pendant longtemps, ou bien il va vous dire vous n'avez pas le droit d'arrêter le traitement. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier réflexe, acheter un cahier, ok, agenda, cahier de santé, donnez ce cahier au médecin et demandez-lui de écrire clairement, c'est-à-dire une écriture lisible, la nature de la maladie dont vous souffrez. Par exemple, je suis schizophrène. Il va écrire schizophrénie. Par exemple, vous avez eu des signes psychotiques. Il va bien détailler les signes psychotiques. Vous avez par exemple un délire mystique. Vous avez peut-être un délire d'intuition. Vous avez des hallucinations visuelles. Vous avez été hypochondriaque, je ne sais pas moi. Vous avez eu un traumatisme, AVP. C'est tous ces détails sont très importants à préciser et à bien décrire. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà eu un AVP, accident de la voie publique, bon, vous savez que beaucoup de gens décèdent directement, immédiatement après un AVP. Par quoi? Par un choc vagal. Hop, par la peur. La peur extrême peut être traduite par un choc vagal. La douleur extrême peut se traduire par un choc vagal. Donc, toi, si tu n'es pas décédé après cet AVP, il faut savoir que tous les gens qui ont déjà eu un accident sont des gens qui doivent et qui nécessitent obligatoirement digérer ce traumatisme. Pourquoi? Parce que l'intégrité physique, votre vie a été mise en danger. Vous avez eu peur, une grande peur. Alors cette grande peur n'est pas oubliée. On n'oublie jamais les peurs. Les peurs, il faut les digérer. Pour les digérer, il faut les revivre. On a déjà traité ce sujet de traumatisme, les phases du traumatisme. Des fois on passe par l'évitement. Tu as l'impression que tu as tout oublié. C'est ton cerveau qui le fait pour te sauver, pour t'aider, pour te protéger du choc. Il y a d'autres phases de la reviviscence. Il y a beaucoup de choses. On a dit combien c'est important de ne pas faire une hypnose sans avis médical.
C'est le psychiatre qui décide est-ce que tu es capable de faire la séance d'hypnose. C'est le psychiatre qui dit est-ce que c'est possible de refaire une deuxième séance d'hypnose. Si le psychiatre te dit que c'est impossible de faire une deuxième hypnose, il faut traiter tout ce qui a été extériorisé par la première hypnose, tu dois respecter ce que le psychiatre dit. Voilà pourquoi moi je suis contre les thérapeutes qui travaillent tout seuls. Alors, vous, monsieur Tariq, il prend le traitement, ou n'importe quel patient qui prend le traitement pendant des années, je pense qu'il a besoin d'un carnet de santé où le psychiatre va écrire clairement, lisiblement, la maladie dont le patient souffre. Et les antécédents, AVP, c'est-à-dire il y a une peur qui n'a pas été traitée. Incendie, il faut mentionner ça au médecin. Il y avait du feu, tu avais eu une grande peur du feu. Donc la peur, elle est où? Où est-ce qu'elle est partie la peur? Elle est toujours là. Dans ta zone d'ombre, dans tes comportements, dans ta peur de... Des fois, tu as un comportement que tu comprends en rapport avec un truc, un détail du passé. Tu as vécu la peur du feu. Donc, il faut traiter ça. Peut-être que, je vais vous donner un petit exemple, peut-être que vous avez peur des gens, mais dans votre cœur, vous ne savez pas que vous avez été trahi durant ton enfance, durant votre enfance. Vous avez été déçu, vous avez été attaqué par quelqu'un qui normalement devrait vous protéger, un parent, un oncle, une tante. Ah donc, la déception et la trahison de la famille a un poids très lourd. Et des fois, les gens ont beaucoup de problèmes avec plusieurs personnes. Tu as l'impression que tout le monde est mauvais, que tout le monde est méchant, alors que le vrai problème, ton vrai problème, c'est que tu as vécu dans une famille qui a été très méchante avec toi et qui t'a choqué, qui t'a déçu, qui t'a surpris à plusieurs reprises par des trahisons inexplicables et impardonnables. D'accord ? Pour répondre brièvement à ce monsieur et à toute personne qui prend un traitement pendant longtemps, revenez chez votre médecin, ramenez-lui un carnet, demandez-lui d'écrire qu'est-ce que vous avez exactement et proposez ou demandez des séances pour digérer tous les traumatismes. Les traumatismes, vous devez savoir, si vous voulez, je vais lire rapidement vos commentaires et je vous pose la question, donc à vous la parole. Est-ce que vous voulez qu'on traite les traumatismes? C'est-à-dire, on va consacrer tout un live pour les traumatismes. Là, je vais répondre brièvement à vos commentaires, mais on va bien se concentrer sur nos sujets. La question que j'ai posée maintenant, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de consacrer un live pour les traumatismes, pour les définir? S'il te plaît, parlez-nous de la flore intestinale. Monsieur Abdelrahim, si vous voulez, un autre jour, on peut traiter ça. C'est un sujet très important. L'afou, c'est humain, c'est normal. Je ne sais pas de quoi exactement vous étiez en train de parler. Excusez-moi, j'ai 54 nouveaux messages maintenant. Tu dois travailler sur ta prononciation de français. Nelly, vous êtes une personne toxique, je vais vous bloquer. J'ai pas besoin de vous. Voilà, c'est de la jalousie, madame. Alors, je vais vous bloquer. Vous allez rester avec nous pour profiter de ce que j'ai. Alors, pour le français, pour l'accent, pour la prononciation et tout, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un de scientifique. Je n'ai pas le français de Molière et j'en ai pas besoin, sincèrement. Moi, je mène une vie que j'aime, très, très tranquille. Je fais beaucoup de lectures médicales. Je suis scientifique. Et si vous voulez apprendre le français, moi, je ne pense pas que je suis bien placée pour vous. Hein. Je ne suis pas un professeur de français. D'accord? Si vous comptez sur moi, madame, pour améliorer votre prononciation, ou si vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez peur que les Marocains ou les gens qui me suivent apprennent une prononciation qui n'est pas correcte, j'aimerais vous dire que je ne suis pas professeur de français. Premièrement. Secondo, j'ai pas besoin d'avoir un accent français parce que je suis pas français, je suis arabe. Et puis, même les Français n'ont pas un accent français tranquille. La preuve, c'est que les films américains, si vous n'avez pas ça, parce que moi, j'ai quand même une culture en cinéma, les films américains traduits en français sont... à l'époque, ils étaient tous, si je dirais pas... la majorité des films américains sont traduits par des Belges, ok ?
Très bien. Mais sinon, pour vous dire, vous êtes très jalouse et moi, ça m'intéresse pas que les gens soient jalouses de moi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de prendre mon café et de parler avec les gens sympas. Voilà, hein, il faut être étanche. Le jaloux, tu lui dis bonjour, toi, tu es jaloux. Reste comme tu es. J'ai pas besoin de toi et puis, bloc. C'est dire la sécrétion du cortisol. Oui, oui. Et écoutez, le cortisol est très important pour notre vie. On en a besoin. Tout ce qui existe dans notre corps est bénéfique. Parce que sans cortisol, sans adrénaline, comme je vous ai déjà expliqué ça dans un autre live, nous avons des systèmes d'alerte dans notre corps, comme le système sympathique. Ce sont des systèmes de survie. Par exemple, si tu vois ton fils s'approchant de la fenêtre et aller se jeter, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauter pour le sauver. Pour le sauter, tu as besoin d'une grande énergie, d'une grande force musculaire, d'une rapidité extrême. Tu as besoin d'une poussée d'adrénaline. Cortisol, adrénaline, tachycardie, tu as l'impression que ton cœur et ton corps brûlent, tu as une augmentation importante de la chaleur, consommation d'oxygène et tout. Pourquoi tout ça? Eh bien, pour sauver le petit. Donc, le cortisol, l'adrénaline, étant réflexe de signal d'alarme, de stress, de hormones de stress, sont importantes. Tout ça, c'est important pour la survie. Mais quand il est excessif ou quand il est sollicité d'une façon abusive, alors là, ça fait souffrir. D'accord? Par exemple, le sodium est très important. L'iodé est très important. Sans sodium, tu ne peux pas avoir une pression normale. Tu ne peux pas avoir une pression plasmatique normale, une concentration normale. Donc le sodium est très important pour la survie. Mais un excès de sodium, hypernatrémie, c'est méchant. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comprendre l'homéostasie, l'équilibre, ok, la stabilité. Tout ce qui existe dans notre corps est humain, est très normal. Tous nos réflexes sont humains et normaux. Mais quand il y a un abus, il faut avoir une référence pour juger est-ce que c'est normal ou pas. La référence, ça doit toujours être d'une façon personnalisée, individuelle. C'est-à-dire que les gens ne se... Il ne faut pas comparer un malade à l'autre, comme je l'ai toujours dit. Et puis, il faut bénéficier, vous méritez une attention personnalisée, une attention individuelle, une prise en charge et un accompagnement personnalisé et surtout professionnel. C'est-à-dire on doit vous respecter. كان كيعطيني الطبيب النفسي كثرة الهرمونات حتى نفخني وليت بحال البقرة السمينة دعيتو الله. Alors je sais pas qu'est-ce que vous avez déjà, donc il y a quelqu'un qui est insatisfait d'un gonflement, je sais pas, est-ce qu'il avait une obésité, gonflement ou syndrome œdémateux suite à la prise chronique d'un prise prolongée d'un médicament prescrit par le psychiatre. Bon, déjà la dame est insatisfaite. Bon, c'est normal d'être insatisfait. Nous, ça ne dérange pas les professionnels de santé. Moi, je conseille tout le monde de revenir chez leur médecin vous avez le droit d'exprimer votre insatisfaction du produit. C'est très normal, hein. Ça fait partie de l'examen clinique, ça fait partie de la prise en charge médicale. Les patients ont tout le droit de revenir chez le médecin pour lui dire « j'ai pas aimé votre traitement ». Cela veut dire que votre corps n'est pas à l'aise avec ce traitement. Donc c'est normal, c'est un réflexe très normal. Mais au lieu de parler avec une autre personne ou de perdre la confiance en soi ou la confiance au corps médical, vaut mieux revenir et demander une explication claire et nette et demander une explication écrite. Mais pour demander une explication écrite, vous avez besoin quand même d'une certaine culture médicale. La moindre des choses, c'est le carnet de santé. Parce que quand tu n'as pas un carnet de santé, si vous allez vous présenter dans mon cabinet pour me dire « Ah, docteur, je suis insatisfaite, je suis partie chez un psychiatre, il m'a donné un traitement, j'ai gonflé, je sais pas quoi, machin. » Alors moi, je sais même pas de quoi s'agit-il. Je sais même pas, est-ce que vous avez eu un accès maniaque, une agitation, une dépression, une tentative de suicide. D'accord? Je sais pas. Je peux pas imaginer. Quand vous parlez votre langage, je dirais ordinaire, ok? Ça n'a rien à voir avec notre langage scientifique.
D'accord? Donc il y a une grande différence entre le dialecte et la langue scientifique. Pour que le médecin comprenne ce que vous avez eu comme antécédent pathologique, il a besoin de voir ça écrit par un professionnel de santé. La seule manière, c'est d'avoir un carnet de santé. Je vais vous étonner, je vais vous choquer, mais malheureusement, toute personne qui n'a pas un carnet de santé est une personne pour moi qui n'a jamais vu un médecin. Pour qu'on soit clair. Parce que moi, je ne peux pas imaginer, je ne suis pas un dieu. Pour moi, je pense que c'est seulement le Dieu qui sait tout sur vous. Moi, je ne suis pas un Dieu. Vous avez été chez un médecin, ok, donnez-moi un écrit. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Donnez-moi un écrit, donnez-moi un compte rendu. Vous avez été opéré, on vous a enlevé tous les, je ne sais pas moi, tout votre utérus. Vous avez fait une hystérectomie, ok? Mais est-ce qu'on a tout enlevé ou bien on a enlevé uniquement l'utérus? Est-ce que vous avez fait une par exemple, en cas de grossesse extra-utérine, est-ce qu'on vous a fait une tomie ou on a tout enlevé? Est-ce qu'on a fait un traitement radical ou un traitement conservateur? Qu'est-ce qu'on a fait? Salpingotomie, salpingectomie, hystérosalpingectomie. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Hystérectomie, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a enlevé? Qu'est-ce qu'on a enlevé et qu'est-ce qu'on a laissé? On ne sait pas, je ne peux pas savoir. On a enlevé tout votre utérus, ok, mais est-ce que vous avez toujours des ovaires? Est-ce que vous avez toujours une sécrétion d'hormones? Est-ce que vous avez toujours les ovaires qui sont des glandes mixtes? Est-ce que vous avez toujours cette source d'hormones? Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Vous devez bénéficier d'un autre examen, mais je pense que même un médecin gynéco-obstétricien, même s'il va faire l'échographie et tout, je pense qu'il a besoin, parce qu'on n'est pas des dieux quand même. On a besoin, le gynéco-obstétricien a besoin de voir le compte rendu opératoire de son confrère qui a fait l'opération. Parce que c'est lui qui a opéré. Si tu fais une opération, si tu te fais opérer et que tu ne prends pas ton compte rendu opératoire, ben c'est ça la boucherie. Donc ce n'est pas le médecin qui fait de la boucherie, non. C'est le patient qui veut être sujet de boucherie. Parce que quand tu te fais opérer, on te donne un document. Et toi, tu le perds, tu le jettes. Pourquoi tu jettes tes documents? Est-ce que tu es un veau? Non, avec tous mes respects. Et pourquoi je parle ainsi? Pour que tu comprennes combien c'est horrible ce que les gens font, ce que les patients font. On t'a fait une IRM, on t'a fait un scanner et on t'a opéré parce qu'on a trouvé quelque chose dans le scanner. Tu jettes tout et tu me dis, docteur, on a déménagé, on a tout jeté. Mon Dieu, mais est-ce que vous voulez me rendre folle? On t'a enlevé une partie de ton corps et tu n'as pas fait la napate. On t'a donné le bon d'examen avec tous les renseignements cliniques. On a enlevé une vésicule biliaire, on a enlevé une appendice. Et tu n'as pas fait l'opération de l'appendice, tu n'as pas fait l'étude histologique de l'appendice. Pourquoi? Parce que tu te sens bien et puis tu crois que ça y est, c'est terminé. Non, monsieur. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur à Laayoune. C'était un monsieur âgé de 50 ans qui s'est déjà fait opérer pour appendicite à son barrage. Et à l'âge de 50 ans, il a présenté un tableau clinique d'appendicite. On ne sait rien sur l'histologie. On ne sait rien sur la napate de la première chirurgie. On ne sait pas, parce que tu as une appendicite, ça peut être une maladie de Crohn, ça peut être un cancer, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas moi. Donc on opère, on enlève une partie de ton corps, tu dois avoir une analyse précise de ce qui est sorti, de ce qui a été enlevé de toi. Même chose pour les avortements. On a fait un avortement. Par exemple, il y a une étude qui a montré, je ne me rappelle pas très bien dans quel pays, pas au Maroc, on a trouvé que le tiers des avortements est dû à des maladies génétiques, des problèmes génétiques. Donc ça, c'est meilleur. Là, on voit combien le bon Dieu est très, très miséricordieux à notre égard. Pourquoi? Parce que toi, tu perds un enfant, tu perds une grossesse et tu souffres. Et tu ne sais pas que peut-être que le Dieu n'a pas voulu que tu souffres avec un enfant, ou il n'a pas voulu faire souffrir un enfant qui allait, par exemple, avoir plusieurs malformations, qui n'allait pas pouvoir survivre pendant longtemps. Donc toi, tu pleures parce que tu as perdu une grossesse. Voilà pourquoi il faut toujours demander pardon au Dieu, Sirfal, il faut toujours savoir que
Le bon Dieu nous aime tellement. Mais nous, on est incapable de comprendre ça parce qu'on a un problème d'ignorance. Donc, lutter contre l'ignorance et booster votre culture de paix, je pense que ça va vous aider à développer la vraie intelligence émotionnelle. À chaque action, il y a une réaction. Oui. Salut docteur, vous êtes ravissante et vous avez beaucoup de talent. Merci CDSL, c'est gentil. Excellent sujet, merci docteur. Je vous en prie, c'est des Chouaib. Guest please doctor. Je suis désolée, je ne peux pas admettre une invitation parce que j'ai envie juste de partager quelques informations. Le milieu doit être basique. Avec qui tu parles, ma chérie? Docteur Shahadi. Il y a un bisou. Et donc, il y a un vieux monsieur qui s'appelle Brahim, 739, qui m'a envoyé bisou. Donc, cela explique et ça objective combien de malades psychiques et malades sur le plan mental existent sur les réseaux sociaux. Donc, cela me fait plaisir de voir des messages pareils parce que ça m'aide à prouver combien c'était important et essentiel d'évoquer les sujets que j'ai déjà abordés en arabe. Ok, bien. Je vais répondre uniquement aux commentaires écrits en français, par respect aux gens qui sont présents là. Nos respects, docteur. Mutuel. Maman insulte. Exactement. Au Maroc, certains psychiatres ne prennent pas du temps suffisant pour bien comprendre les patients. Alors, ça, il faut l'expliquer. Pourquoi au Maroc, les psychiatres ne vous ont pas beaucoup de temps? Alors, je vais vous dire quelque chose. Les psychiatres ont deux rôles. Premièrement, ils vont donner un traitement d'urgence. En médecine, il faut sauver, traiter et prévenir. D'accord? Rappelez-vous bien, il faut sauver, traiter et prévenir. Si tu es vraiment bien éduqué, si tu as une éducation médicale bien faite, tu vas solliciter un psychiatre pour la prévention. C'est-à-dire que tu n'es pas malade, que tu n'es pas agité, que tu n'es pas colérique, que tu n'es pas violent, que tu n'es pas agressif. Tu vas partir chez ton psychiatre pour la prévention. Par exemple, tu vas lui dire « Bonjour, je veux avoir une forte personnalité. » Point. « Bonjour, je veux traiter mon enfant intérieur. » Point. « Bonjour, je veux avoir de la confiance en soi. » Point. « Bonjour, je veux apprendre à bien l'art de prendre des décisions. » Point. Ça, c'est la prévention. Des fois, on peut solliciter notre médecin pour le traitement. Il faut avoir quand même une éducation médicale, c'est-à-dire tu dois connaître les maladies. Tout le monde, au Maroc, doit connaître toutes les maladies psychiques et mentales. Okay? Et les maladies physiques. Parce que les maladies physiques peuvent avoir une manifestation ou un tableau clinique psychique. Par exemple, tu peux avoir un dysfonctionnement de terrain, une insuffisance rénale, et qui va se manifester par des signes psychologiques. Tu peux avoir des troubles hydroélectrolytiques, une déshydratation, et ça peut, ou un problème métabolique, ou uniquement une hypoglycémie. Tout cela peut se manifester par un tableau de confusion. La confusion, il y a beaucoup de gens qui confondent confusion et Alzheimer. Tu n'as pas de l'Alzheimer, tu as une confusion. Un jour, un monsieur, sa grand-mère avait 0,3, je pense, ou 0,4 de glycémie. Et tout le monde la prenait pour une dame souffrant d'Alzheimer. C'est pas de l'Alzheimer. Une fois on a corrigé sa glycémie, elle a repris toutes ses fonctions cognitives tranquillement. C'est pour ça que en médecine, il y a ce qu'on appelle le G30. Le sucre, le sérum. Il y a plusieurs types de sérum. On va parler du sérum salé et sucré. Sodium et glucose. Dans le glucose, il y a des concentrations. Nous avons G5, G10 et G30. Et dans le G30, nous avons des ampoules, soit un sérum, soit des ampoules. C'est-à-dire que je peux sauver aux urgences en réanimation un patient qui est en coma uniquement en prenant sa glycémie. Un patient en comateux, parmi les premiers réflexes, si vous voulez, on peut traiter le sujet du coma ultérieurement. Le premier réflexe, c'est de prendre la glycémie, parce que ça n'a aucun sens de demander un scanner, de laisser le patient traîner, de laisser le patient comateux alors qu'il est à 0,5, 0,4, 0,3 de glycémie. Ça n'a aucun sens. C'est une erreur. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver rapidement.
Tout ça pour vous dire, revenons maintenant à notre classification. Sauver, traiter et prévenir. On a dit que tu dois normalement avoir une éducation médicale qui va te permettre de solliciter un médecin psychiatre pour la prévention avant l'aggravation des choses. Sinon, si tu as une éducation médicale et que tu connais très bien les maladies psychiques et mentales et physiques, tu vas solliciter un médecin psychiatre parce que tu es malade et tu as découvert que tu es malade ou tu as suspecté une maladie et que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir chez ton médecin pour lui dire bonjour, je sens que je suis malade, je sens que j'ai une phobie, je sens que je suis irritée, je sens que j'ai peur, je sens que j'ai peur du noir, peu importe la symptomatologie, mais tu as un confident professionnel qui va garder tes secrets. Vaut mieux confier ça à un médecin que de le confier à un ami qui va par la suite te menacer ou te faire quelque chose de mal, ou te faire du chantage, ou un pervers narcissique. Et puis, nous avons le sauvetage, sauver. Malheureusement, ce qui se passe au Maroc, c'est que les gens ne sollicitent un médecin psychiatre qu'au stade de sauvetage. C'est-à-dire, tu attends jusqu'au jour où tu vas développer un grand problème psychique ou mental pour solliciter un médecin. Non, des fois, tu as développé une maladie psychique, mentale et physique. C'est-à-dire, tu es arrivé au stade de diabète avec rétinopathie diabétique ou néphropathie diabétique. C'est-à-dire que tu as déjà développé une maladie chronique liée au stress et tu es arrivé à un stade très 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 tardif chez un psychiatre. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le psychiatre s'occupe premièrement du sauvetage. Donc là, tu l'as obligé à prescrire des médicaments. Or, tu pouvais très bien le solliciter et sans le pousser à te donner des médicaments. Et il est obligé de te faire le traitement de la maladie. Donc, il doit te sauver, il doit te traiter, il doit prévenir d'autres maladies secondaires à ton état actuel. Donc là, quand tu viens à un stade très avancé chez le psychiatre, il faut savoir que tu as besoin de plusieurs séances. C'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est-à-dire que tu dois venir toutes les semaines faire une consultation chez ton psychiatre. Tu vas me dire que c'est coûteux, bien sûr que c'est coûteux. Parce que lui, il va te rendre un grand service. Pour ne pas arriver à ce stade tardif et avoir besoin de beaucoup d'argent, avoir besoin de s'absenter parce que tu as quand même une profession, tu as un travail et ça va te créer des problèmes. Tu as peut-être tu as un problème d'embouteillage. Moi, je déteste les embouteillages. Je n'aime pas les grandes villes parce que je peux pas passer une heure en circulation. Je peux pas. Moi, à plusieurs reprises, à Al-Ma'arif, je me suis arrêtée pour prendre un café et puis j'ai repris ma route. Parce que je pense que c'est pas intelligent de perdre des heures de notre vie dans les circulations et coincé dans les boulevards. Ça n'a aucun sens. À Boujdour, il n'y a pas ce problème-là. Donc déjà, le choix de la ville est un réflexe très intelligent sur le plan émotionnel. Donc un patient malade, arrivé à un stade tardif, il a plusieurs problèmes, plusieurs difficultés qui l'empêchent de bénéficier d'un bon suivi. Et en plus, c'est très coûteux. Et des fois, au travail, tu veux pas dire aux collègues, à la direction, que tu es malade. Parce que sinon, on peut très bien t'arrêter, on peut très bien te remercier et te dire on n'a plus besoin de vous. Vous êtes malade, on n'a pas besoin de vous. Donc toi, tu as peur de perdre ta profession. Et voilà ce qui aggrave les choses. Imaginez, tu es malade, tu vas pas bien, tu es fatigué et tu ne peux pas t'exprimer. Ah, c'est une catastrophe. Excusez-moi, je vais changer de place. J'ai pris ma thérapie en vitamine D, c'est assez suffisant, je pense.
Tu cibles quoi exactement? Focalise sur ta vie personnelle et marie-toi, la vie est courte. Ayman, je vous remercie pour votre conseil. Vous avez une bonne prononciation. Ah, merci, c'est gentil. Ah, moi, ça m'intéresse pas parce que je suis pas professeur de français. Il y a des spécialistes. Nous, les médecins, on respecte beaucoup les spécialités. Les professeurs de français, normalement, ils sont censés avoir une bonne prononciation, un bon accent. Mais sinon, moi, j'aime parler. J'aime la mer. Oui, je suis musulmane. Alors, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à ce soir, Inch'Allah. Je suis trop fan, hein. Je vous aime.